Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, de l'Antiquité à nos jours, 90 000 œuvres se cachent dans un ancien couvent transformé en musée au cœur de Lyon. Peintre ornemaniste, Lucille Boitel dessine des univers qui s'accrochent à tous les supports. Un défilé sensuel et aérien dans les jardins, voilà une vision du luxe propre à Gabriela Hearst. Le céramiste Mathieu Cassot manie la terre avec précision pour la transformer avec vigueur et douceur. Et juste avant de retrouver la peintre ornemaniste Lucille Boitel, tout de suite notre rubrique Pépites. Si on connaît bien les semelles rouges, les talons rouges, eux, nous viennent directement de la cour de Louis XIV grâce à Philippe d'Orléans. Après une soirée bien arrosée dans une taverne, Philippe d'Orléans regagne la cour pour le lever de son oncle, le roi Soleil. Mais sur le chemin, il ne s'aperçoit pas qu'en traversant les abattoirs des innocents, il marche dans le sang des animaux tout juste abattus et en recouvre les talons de ses souliers. Philippe, que l'on disait efféminé, aimait brouiller les genres et s'amuser avec des tenues extravagantes, mêlant dentelle et ruban. Ce jour-là, ses talons teintés de rouge vont faire sensation et devenir sa signature. Le roi, adepte des souliers à talons pour compenser ses 1,63 m, imite rapidement son neveu. Et ce ne sera pas le seul. Bientôt, tous les courtisans le suivent et pendant un siècle, on affichera sur les parquets de Versailles cette élégance écarlate. Les talons, souvent de bois, sont recouverts de tissus teintés en rouge, avec de la cochenille ou de la garance. Bien qu'ils s'usent vite, un talon rouge abîmé montre qu'on marche à la cour, et donc qu'on est proche du pouvoir. On en fera même une expression, être talon rouge, signifiant avoir de bonnes manières. Bien plus qu'un accessoire de mode, ces talons rouges racontent une époque où la chaussure révélait autant le pouvoir que la personnalité. Une idée qui a traversé les siècles et continue de faire son chemin. Dans le calme d'un ancien cloître, une importante collection traverse les âges et convie les soyeux autant que Rodin. Ce musée invite à découvrir un parcours qui est encyclopédique, c'est-à-dire qu'il va de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc c'est une véritable découverte au fil de la création artistique à laquelle nous convions les visiteurs. Au cœur de Lyon, sur la place des Terreaux, le musée des Beaux-Arts s'installe dans les murs d'un ancien couvent bénédictin. Avec ses 90 000 œuvres réparties sur plus de 15 000 mètres carrés, le visiteur débute son voyage dans l'histoire de l'art par l'ancien cloître, aujourd'hui transformé en paisible jardin de sculptures. Ce musée a été créé à la suite de la Révolution française par un décret en 1801. C'est l'un des tout premiers musées français créés en région. C'est un endroit très préservé en plein cœur de la ville puisque nous n'entendons pas le bruit de la circulation, le bruit des passants. C'est un lieu où l'on peut profiter de la nature et des chants d'oiseaux avec la présentation de sculptures, un ensemble très important d'œuvres des 19e et 20e siècles qui invitent à débuter le parcours avant d'entrer dans les salles du musée. Réhabilitée au XVIIIe siècle, l'ancienne chapelle du monastère accueille aujourd'hui une importante collection du XIXe. Sous ses voûtes monumentales, les œuvres se dévoilent en 3 dimensions, invitant le visiteur à tourner autour et à les contempler sous tous les angles. À commencer par celle d'un maître incontesté du genre, Auguste Rodin. En effet, une relation étroite s'était nouée entre l'artiste et le musée au début des années 1900, qui a permis l'achat d'un certain nombre de pièces majeures. C'est le cas du marbre qui est ici à côté de moi, qui représente la Tentation de Saint-Antoine. Il est représenté ici face contre terre, en train d'embrasser la croix, et il est soumis à l'épreuve de la tentation, qui est symbolisée par ce corps féminin nu, qui est ici sur son dos lui-même, venant donc apporter cette tentation de la chair, mais à laquelle il va résister. Parmi les lieux emblématiques du parcours, le Salon des Fleurs illustre les liens étroits entre le musée et l'industrie lyonnaise de la soie.
Au XIXe siècle, les soyeux y puisaient leur inspiration, encourageant la création d'une collection florale destinée à nourrir la richesse des motifs textiles. Ce tableau a été réalisé par Antoine Bergeon, qui est le premier grand peintre de fleurs de l'histoire de la peinture à Lyon. Cette peinture est très caractéristique de la peinture de fleurs au début du XIXe siècle, par cette opulence de la composition, le tout étant posé sur un plateau de marbre qui permet de jouer d'un aspect illusionniste et aussi de ce jeu de reflets avec la lumière qui vient frapper le marbre, qui donne vraiment cette idée de la virtuosité jusqu'à presque tromper l'œil du spectateur. En poursuivant le parcours chronologique, s'ouvre une remarquable collection impressionniste. Dès 1900, le musée s'est distingué comme l'un des premiers en France à acquérir des œuvres de Monet, Sisley ou Cézanne, affirmant ainsi son ouverture aux avant-gardes. Cette salle présente un panorama de la peinture de paysage sous le regard des impressionnistes, comme ici Claude Monet en particulier, dont le musée a la chance de détenir 4 œuvres dans sa collection. Elle représente un paysage d'Étretat. Donc nous voyons sur la plage les bateaux de pêche qui ne peuvent pas sortir pour aller pêcher. La mer apparaît vraiment démontée avec le pinceau qui vient ici donner cette impression de la vague qui a ces enroulements en fait, qui montrent ce déchaînement de la mer. Et puis à l'arrière-plan, la falaise, qui est ce paysage très caractéristique qui va fasciner les artistes à Étretat. Ici, c'est la porte d'Aval. Ce musée a toujours eu une volonté d'ouverture vers la modernité, vers les avant-gardes de son temps. Donc nous continuons vraiment à regarder les évolutions de l'histoire de l'art. Du monde antique à l'art contemporain, les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon traversent les siècles et les styles. Un lieu de mémoire vivante en perpétuel mouvement qui invite à venir et à revenir. Des fleurs, des tiges s'entremêlent avec fluidité dans les peintures instinctives de Lucile Boitel. Bonjour Lucile. Bonjour Katharina. Lucile, vous êtes peintre ornemaniste et ce terme, au lieu de vous enfermer peut-être dans un carcan, comme ça aurait pu être le cas, vous a au contraire libéré de créer dans la plus pure tradition des arts décoratifs français et de nous raconter des histoires. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez résumer votre activité ? Je pense qu'aujourd'hui, la vocation du peintre ornemaniste, c'est vraiment de raviver la poésie des espaces habités par la création de tous les décors originaux qui vont servir à faire les papiers peints, les tapis, les moquettes et qui connaissent en réalité aucune limite de support puisque mes décors peuvent ensuite être transposés sur de la céramique, de la lave. Enfin voilà, c'est vraiment une manière d'imaginer le dessin original qui va se déployer dans l'espace. Par exemple, pour le titre de peintre ornemaniste, je pense que chez moi, ça a vraiment déclenché quelque chose parce qu'en trouvant le bon mot, qui était un mot en fait qui avait complètement disparu, je me suis reconnue dedans et ça m'a permis vraiment d'imaginer comment on faisait au XVIIIe et comment moi je pouvais le projeter finalement dans une vision contemporaine. Vous êtes vraiment sentie autorisée de faire ce que vous faites parce qu'au départ, vous étiez étudiante en design industriel, aux arts appliqués. Ça ne vous a pas du tout convenu. En fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas exactement là où était ma place. J'ai appris tout un tas de choses absolument formidables, notamment en termes de projet, de comment on allait monter finalement un projet de A à Z. Mais il manquait forcément quelque chose. Et au départ, je me suis dirigée vers plutôt le textile en me disant qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer de cette histoire-là, finalement, de commencer à composer des projets vraiment entiers, mais à destination de l'ameublement. Et trouver ce terme, comme on le disait juste avant, ça m'a permis de trouver une place un peu à côté, qui allait pouvoir mêler vraiment une pratique à la lisière des arts décoratifs, justement des arts appliqués et des beaux-arts. Dans un mélange de poésie, de curiosité botanique et de paysages de douceur, Lucile Boitel fonde son atelier en 2017 et crée un univers bien à elle, auquel elle donne vie grâce à une multitude de pinceaux et à de l'acrylique, une peinture qu'elle affectionne particulièrement. C'est vraiment une peinture que j'adore parce qu'on peut passer de quelque chose de très très liquide et presque transparent
à quelque chose qui est toujours liquide, mais cette fois-ci extrêmement dense en termes de pigmentation. Et il y a vraiment un jeu possible entre tous ces états. Bercée depuis toujours par son amour pour les couleurs, Lucille confectionne elle-même la plupart de celles qu'elle utilise et a créé un nuancier ordonné et numéroté qui lui permet de répertorier chaque nuance dont elle se sert. Pour tous ces décors, Lucille applique la couleur par touches successives. Il y a quand même une manière comme ça d'imaginer que c'est des couches qui doivent plus ou moins passer l'une ou devant l'autre. Et là, par exemple, pour les feuillages, j'ai dû m'arrêter puisque la tige passe derrière. Donc il y a quand même ça une petite logique à mettre en place. Il y a aussi l'idée de se dire que si je fais toutes les tiges d'abord, enfin tout ce qui est vraiment structurel, j'ai une vision plus claire du dessin général et je vais pouvoir réajuster très légèrement les coloris si besoin en cours de process. Et souvent, son geste varie. Et donc il va falloir y aller d'un geste assez franc puisque pour pouvoir se déployer, la tige doit être faite en une fois. Hop, et on vient la finir. L'idée, c'est d'aller chercher de la finesse à la fois dans la couleur, mais aussi dans la manière dont elle est appliquée. Et du coup, dans les transparences, dans les reliefs. C'est vraiment une quête d'équilibre. Alors vous venez aussi, il faut le préciser, du nord de la France. Les vitraux de Chagall, l'architecture, la nature, vous avez baigné dedans. Oui, vraiment. Est-ce que ça aussi, ça contribuait à ce sens inné que vous avez de la couleur, par exemple? Oui, j'imagine que ça fait partie des choses comme ça, où on sent qu'on les a accumulées, puis un jour on se dit « mais c'est une évidence ». Et d'ailleurs, l'usine pour laquelle je travaillais, donc la maison Pierre Frey, est une usine dans le Nord de tissage. Et donc moi, je faisais les allers-retours entre le Cambrésis et Paris très régulièrement. Et je pense que ça aussi, ça marque finalement une histoire, puisque sur le chemin, on a accès à tout un tas de villas qui avaient été construites plutôt pareil au début du XXe, justement grâce à cette industrie textile qui était vraiment alors extrêmement présente sur le bassin. Et je pense que ça a nourri comme ça aussi une écriture finalement architecturale. Et les vitraux de Chagall, c'est vraiment un souvenir d'enfance, un bleu d'une pureté. J'ai l'impression de passer mon temps à chercher ce bleu. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent ou des motifs qui reviennent fréquemment? Oui, clairement le bleu, je pense que c'est vraiment ma couleur de prédilection. Mais il y a aussi finalement, c'est pas tant des fois une couleur qu'un accord coloré. Donc il y a vraiment eu une période bleue et verte extrêmement présente à l'atelier. Et là, ça est en train de bouger légèrement. On va plutôt sur des sables, des ocres. C'est l'idée aussi d'aller rechercher finalement des couleurs d'après-paysage. Et puis, sur les thèmes, tout ce qui a trait à la mer, à l'eau, mais aussi au végétal m'intéresse, parce que je pense que c'est une manière aussi de témoigner de notre monde et du vivant. Lucille raconte des histoires avec ses décors peints pour ses créations, mais également pour des éditeurs. Afin d'adapter au mieux ses œuvres, Lucille fait un croquis, puis peint tous les éléments séparément pour pouvoir ensuite les détourer, les numériser et les assembler sur logiciel. Ce qui me permet de livrer au client un fichier digital. Ce qui est important pour moi, c'est de rien trahir de la main. Donc à la fin, il faut vraiment que les gens puissent, en voyant le décor imprimé, je pense que la plus belle des sensations, c'est quand ils touchent et qu'ils disent « mais c'est le vrai ». Enfin voilà, il faut vraiment qu'ils puissent se projeter dans cette matière qui est vraiment pas de différence, si ce n'est celle vraiment du toucher, entre ce qu'on va voir en termes d'impression et ce qu'on aura fait en peinture. Parmi les éditeurs avec lesquels elle travaille, la maison Pierre Frey, entreprise du patrimoine vivant de tissus d'ameublement et de mobilier. Une maison que Lucille connaît bien, pour y avoir fait ses gammes pendant plus de 4 ans avant de lancer son atelier, et pour qui elle a déjà imaginé plus de 17 motifs destinés à du papier peint ou du tissu d'ameublement. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand les gens décident de partir pour faire leur propre truc. Parce que ça veut dire qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils ne sont pas chez les autres, mais qu'ils ont envie d'être leur propre patron, leur propre créateur, et c'est ce qu'elle a fait. Ce que j'aime, c'est son éclectisme. À chaque fois, c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça qu'on la revoit,
et qu'on achète toujours des dessins d'elle, parce qu'à chaque fois c'est joli, et même si c'est pas pour nous, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas parce qu'on va recevoir Lucille qu'elle va nous montrer des dessins et que pour une fois on ne va rien prendre. Ce ne sera pas parce que c'est pas bien, ce sera parce que ça ne correspond pas au thème qu'on se donne pour l'instant et que donc elle reviendra nous voir le jour où, et elle le sait très bien. Donc en fait, c'est ce côté surprenant qui compte, c'est ce côté magique. Vous collaborez avec de nombreux designers, des architectes d'intérieur, des architectes. J'imagine que c'est toujours une inspiration et une façon aussi de ne pas se répéter. Là, récemment, je travaille avec le studio Chloé Nègre qui travaille sur un projet hôtelier dans le nord de la France. Et c'est un projet qui est extrêmement intéressant pour moi puisqu'à cette occasion, j'ai été invitée à déployer vraiment pleinement cet univers pictural autour d'une histoire puisque le thème était la route des épices. Et à ce sujet, j'ai travaillé sur des plafonds, des décors muraux, de la moquette des circulations, mais aussi une très grande fresque pour l'accueil qui fait presque 9 mètres de long. Lucille, pour terminer, si vous étiez un motif? C'est une question extrêmement difficile. J'imagine que je serais un décor panoramique, mais un décor de jardin. Quelque chose qui serait à la limite du jardin anglais, un petit peu sauvage, mais quand même qui guide quand même la vision vers quelque part. Merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup. Quand l'artisanat et la mode se rencontrent, chaque pièce du vestiaire devient unique et délicate. Un luxe impeccable, discret, ancré dans l'artisanat, c'est la marque de fabrique de Gabriela Hearst. Habituée des podiums de New York, la créatrice uruguayenne défile cette saison à Paris. Et pour affirmer sa place au cœur de la mode française, elle a choisi un lieu hautement symbolique, les jardins de l'ancienne demeure de Karl Lagerfeld. Clin d'œil, peut-être, à leur parcours respectif, puisque comme Lagerfeld, Gabriela Hearst a dirigé la maison Chloé. Entre 2020 et 2023, elle y a façonné un luxe qu'elle voulait éthique et durable, misant sur une production responsable et des fournisseurs engagés. Depuis, elle poursuit ce travail au sein de sa propre marque, fondée en 2015 à New York. Chez Gabriela Hearst, la mode est toujours traversée par l'artisanat. En témoigne une robe en patchwork dont chaque segment est peint à la main ou un tricot effet aquarelle inspiré d'une peinture de la créatrice elle-même. Pour elle, c'est la technique qui fait toute la force du vêtement. De simples franges? Non, mais un tissage complexe de soie, de cachemire et de cuir. Une robe brillante? Oui, mais dans un alliage de soie et de métal à la fois robuste et précieux. L'obsession de la créatrice, c'est le pouvoir féminin sous toutes ses formes. Elle le traduit dans des pièces confortables à l'allure pragmatique, typique de la mode américaine, mais qui se nourrissent aussi de mystique, de talismans et de récits mythologiques. Pour le printemps-été 2025, elle convoque les grandes divinités féminines. La déesse irlandaise Niamh, souveraine des mers, inspire une robe en georgette plissée qui ondule comme les vagues. Aphrodite, déesse de l'amour, prend quant à elle la forme d'un haut en cœur au dos subtilement dénudé. La force de Gabriela Hearst, c'est son sens aigu du détail. Des nœuds qui enlacent la poitrine ou un sac noué au poignet, des codes féminins détournés avec force et modernité. Pour elle, la féminité est avant tout puissante, alors elle retravaille la blouse, symbole d'épure et de légèreté, qu'elle taille dans un cuir solide. C'est cette fois un clin d'œil à Diane, la déesse de la chasse. Cette vision sacrée de la nature lui vient de son enfance passée dans le ranch familial en Uruguay. La collection garde en mémoire le geste du crochet, ici reproduit en cachemire, et l'allure conquérante de silhouettes équestres aux accents 70s. Une collection percutante, portée par la relation spirituelle entre mode et artisanat. Plus qu'un geste esthétique, on peut y voir une sorte de manifeste. Puisque le luxe mène le bal des tendances,
c'est aussi à lui d'encourager de meilleures pratiques. Gabriela Harst rappelle qu'il peut le faire sans renoncer à la séduction, mais en renouant avec ce qui fait sa substance, le temps, la main et une certaine idée de l'engagement. Chez Mathieu Cassot, la technicité s'allie à l'expérience pour percer les mystères de l'argile. Le savoir-faire, il vient beaucoup de l'expérience en céramique, même si, dès les premiers pas, on en tire de la satisfaction. Il m'a fallu une dizaine d'années pour comprendre que l'étape de préparation de l'argile, avant d'arriver sur le tour, est fondamentale. Dans son atelier de Douarnenez, en Bretagne, Mathieu Cassot travaille la technique de la terre dite sigillée, un long processus qui commence toujours par le tournage de l'argile. C'est une question de pression et de contre-pression, entre la main qui est à l'intérieur et la main qui est à l'extérieur. Il y a une certaine rapidité d'exécution, mais qui est nécessaire, parce que l'argile, elle a un certain nerf, et il faut la travailler tant qu'elle a du nerf. Si on hésite trop sur les gestes de tournage, elle perd de sa vigueur, et ça fait, c'est plus très bon. Si l'objet prend forme en quelques minutes, il sèche ensuite pendant plusieurs jours pour que l'argile prenne une consistance souple et semblable à celle du cuir. Le céramiste peut alors commencer le tournassage afin d'enlever minutieusement de la matière sur chacune de ses pièces. Pour une journée de tournage, j'ai environ 4 journées de tournassage derrière. J'aime de plus en plus assumer le fait que la pièce a besoin de temps pour être faite. Ce que j'aime et ce que j'attends dans cette opération, c'est vraiment d'affiner la forme, de tendre les lignes. Donc j'utilise des outils, c'est principalement des outils métalliques, en enlevant des petits copeaux de matière. Après le tournassage, Mathieu Cassot polit ses pièces à l'aide d'objets durs, comme des galets, pour les rendre aussi lisses que possible. Elles seront alors prêtes pour recevoir l'engobe, nom donné au revêtement argileux appliqué sur les pièces et caractéristique de la terre sigillée. Une matière fine et délicate que le céramiste doit préparer bien en amont du tournage. Donc ça, c'est une argile qui vient d'un talus en Auvergne, que je travaille depuis l'année 2002, donc je commence à bien la connaître. Donc je vais broyer tout ça et m'en servir pour faire mes engobes. L'argile brute est ainsi pesée et mélangée à de l'eau pour obtenir une solution homogène. Le céramiste laisse ensuite le mélange décanter pendant 1 mois afin de séparer les particules selon leur poids. Il récupère alors la partie liquide contenant les argiles les plus fines encore en suspension avant de les concentrer par évaporation. Au bout de quelques semaines d'évaporation, les engobes vont se redensifier. Là, on est vraiment sur une eau trouble. Là, on s'approche d'une consistance d'engobe exploitable. Des 12 litres de départ, Mathieu obtient moins d'1 litre d'engobe prêt à être utilisé. Il peut alors pulvériser ses argiles très fines sur ses créations, tout en veillant à ne pas créer de gouttes ou de manque. Donc là, j'ai décidé sur ces pièces-là de mettre 6 couches, mais des fois j'en mets 4, des fois j'en mets 8, des fois j'en mets 10. Ça va dépendre du type de pièce et du nombre de pièces. Ça, je le sais uniquement par l'expérience. Donc je note à chaque fois ce que je fais, et ça se passe de façon empirique. Les créations de Mathieu sont une nouvelle fois séchées avant d'être finalement cuites. Entre le tournage et l'enfournement des pièces, 1 mois s'est écoulé. Dans le four à bois, la température est élevée progressivement, sans dépasser les 1000 degrés et suivie attentivement pendant toute la journée. Les engobes appliquées vont alors vitrifier, mais la cuisson va également révéler des craquelures caractéristiques de la technique de la terre sigillée. Elles sont le fruit des tensions résiduelles qui existent entre l'argile de tournage et celle de l'engobe. Je ne sais pas quand ça se produit. Il y a un côté mystérieux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment travailler cette craquelure. Je l'oriente toujours dans le sens du vissage de l'argile, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais je peux jouer sur la densité du réseau et sur sa régularité. Et pour ça, ça commence dès le choix des argiles au tournage. C'est le point le plus important. Et puis ensuite, les argiles utilisées pour les engobes et le nombre de couches appliquées sur ces pièces-là vont être déterminants sur le résultat final. Mathieu Cassot réalise ainsi des pièces de forme décorative pour mettre en valeur son travail méticuleux de la terre sigillée. Le céramiste crée également des objets légers, comme des bols ou des boîtes,
qui apporteront leur raffinement dans un usage plus quotidien. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!